Je vous remercie d'être présent ici pour parler de l'OTAN. C'est un sujet qui a toute son actualité aujourd'hui. La guerre est en Europe. Cette organisation s'élargit avec l'arrivée de nouveaux membres. Il y a aussi ce besoin de sécurité pour tout l'Occident qui est menacé par un Sud global, des puissances comme la Chine. Voilà, donc c'est un sujet qui a tout son intérêt aujourd'hui et on va en parler un petit peu. Pour mon expérience, comme l'a dit Paul, j'ai vécu donc les 3 années de ma carrière, donc c'était l'année dernière ma retraite, et donc 3 années avant, j'arrivais donc en Belgique, à Mons, au grand quartier général des forces alliées en Europe, et donc j'ai pu assister à pas mal d'événements importants. Le premier, 2019, à mon arrivée, le président Macron, dans le The Economist, pense que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Dans le Landernan otanien, ça fait quand même pas mal de bruit. Et donc, la représentation militaire française à laquelle j'appartenais a été questionnée en disant que veut dire le président Macron et que vaut-il en penser. Voilà, donc c'était important. C'était un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. Heureusement, les événements ont démenti largement cette appréciation parce que donc en février 22, l'Ukraine était envahie par les forces russes et là l'OTAN prouvait toute sa dynamique, prouvait toute sa pertinence et donc il y avait effectivement une ressuscitation de l'OTAN avec cet événement-là. Donc 2019-2022, voilà mon expérience récente à Mons, à l'OTAN. La France et l'OTAN, c'est quand même aussi un sujet qui a son intérêt. C'est une passion qui a ses drames, ses rebondissements. Donc le général de Gaulle, en 1966, a décrété que les militaires, enfin les forces de l'OTAN sur le territoire national n'étaient plus les bienvenues. Donc il y a eu un petit peu ce cataclysme où la France restait dans l'OTAN, mais ne faisait plus partie du commandement intégré, et donc les quartiers généraux, les forces présentes sur les territoires français devaient plier bagages et retrouver de nouveaux quartiers ailleurs en Europe. Oui, donc c'était quelque chose d'assez important. En 2009, donc le président Sarkozy décide de réintégrer le commandement militaire et donc de reprendre pied dans la structure de commandement avec l'arrivée massive de centaines d'officiers français qu'il fallait prélever sur les forces et donc injecter dans les commandements et dans les divers organismes de l'OTAN. Il fallait reconstruire tout ce qui avait été détricoté dans les années 60. Ça aussi, ça a été un bouleversement pour nous. Bon, et puis enfin, donc, cette relation spéciale qui est exprimée par la déclaration du président Macron, une France qui pense pas pareil que les autres, qui n'est pas dans le moule otanien. Certes, c'est une puissance nucléaire, on a des ambitions de puissance d'équilibre qui dénotent un peu avec ce que veut faire l'OTAN et avec cette organisation qui voudrait que tout le monde soit bien, le petit doigt sur la couture du pantalon, hein, comme des bons militaires, ce qui n'est pas le cas de la France, et donc il y a toujours un sentiment d'incompréhension, ou en tout cas un besoin de la France de parler de son opinion, enfin d'expliquer ses vues, parce qu'elles ne sont pas toujours dans le moule otanien. On entend souvent quelques critiques de la France. C'est pas sans raison. Hein. On a eu effectivement des coûts qui ont explosé. La France a toujours fait en sorte de modérer les contributions des nations à l'organisation. Il y a eu effectivement peut-être des périodes où l'OTAN ronronnait aussi. Hein, cette grosse organisation ne produisait pas grand-chose, n'avait pas forcément de beaux succès
dans les opérations qu'elle menait. Voilà, donc il y a eu toujours des critiques assez acerbes sur l'OTAN. Et l'OTAN, en anglais NATO, nos anglo-saxons, nos amis anglo-saxons en pensaient quelquefois un peu la même chose. NATO, c'était No Action, Talk Only. Voilà, donc c'était assez critique. Ou alors, c'est NATO, c'est Nothing After 2 o'clock. Voilà, donc c'est aussi des critiques qu'on entend sur l'OTAN, et c'est un petit peu le lot de toutes les grosses organisations multinationales avec des sensibilités différentes et puis des dynamiques qui sont difficiles à prendre. Comment faire travailler un Estonien avec un Albanais? Bon, c'est quand même pas simple. Voilà, donc c'est ça l'OTAN. On va essayer de voir comment ça marche avec un plan assez simple, donc un peu d'historique. Ensuite, je vous présenterai ses membres et puis l'élargissement de l'OTAN. Un peu d'organisation, où là je vous assènerai quelques acronymes en anglais, ça va être assez... Je vais essayer de ne pas trop en dire là-dessus, mais il y en aura quelques-uns. Et puis, donc on verra aussi les missions. Et puis on terminera par une petite discussion sur la France dans l'OTAN, son positionnement actuel, et puis donc ses évolutions. Voilà, donc il y aura un petit peu d'anglais. Je m'en excuse, mais certes, la langue officielle de l'OTAN, c'est le français, mais on ne parle le français à l'OTAN qu'à Bruxelles, qu'au siège, et partout ailleurs, vous n'entendez pas un seul mot de français, même si c'est la langue officielle. Voilà, donc les bons militaires que nous sommes, les Français, quand on arrive dans les instances otaniennes, bon, donc on a pris le pli, on passe nos certificats de langue avant d'y aller, on est, je dirais, examiné sur notre aptitude à parler l'anglais, et on est bon pour le service une fois qu'on l'a prouvé. Voilà. Donc l'OTAN, un peu d'historique. Une phrase en anglais qui résume assez bien l'objectif premier des fondateurs. C'est donc mettre un terme aux visées expansionnistes soviétiques, contenir cette expansion soviétique par une alliance défensive forte au cœur de l'Europe, avec une arrivée massive de militaires américains, canadiens, anglais, français, voilà, sur le sol allemand, pour pouvoir donc fortifier, sanctuariser le continent européen, ou l'ouest du continent. Bien sûr, les Américains avec nous, et donc le but premier de tous les Européens, c'est de garder solide le lien transatlantique, et donc tout faire pour que les Américains soient contributeurs, les Américains soient présents sur le sol européen, les Américains soient leaders dans la chaîne de commandement, leaders, et donc on garantit le support, le soutien, le lien transatlantique, c'est crucial. Et intéressant, les Germans down, donc ça veut dire tuer, neutraliser tous les nationalismes au sortir de la guerre, donc pacifier la zone, faire en sorte que l'Europe se construise, que la coopération européenne se fasse. Et donc c'était vraiment, pour les fondateurs, les trois objectifs de cette organisation. Tout ça a été donc gravé dans le marbre en avril 1949, donc c'est quand même une vieille organisation, le 4 avril par le traité de Washington, ou alors le traité de l'Atlantique Nord, comme vous voulez. Voilà. On a là Lord Hastings, donc un des premiers secrétaires généraux. On verra quel est ce personnage dans l'organisation centrale. Et puis vous avez Eisenhower, qui lui est arrivé un petit peu après, prendre le poste de chef militaire. Donc Lord Hastings, partie civile, secrétaire général, et Eisenhower, donc chef en Europe du commandement intégré. Les fondateurs, 12, quels sont-ils? Vous les avez en bas à gauche. Donc ce sont
Vous arrivez à lire au salle? Bien sûr, les alliés, hein, donc au sortir de la guerre, et donc accompagnés d'un certain nombre d'Européens, dont l'Italie, voilà, et des Nordiques, Norvège, Danemark. Ensuite, on voit cette évolution. Donc, il est intéressant de voir un petit peu les phases. Là-haut, je vous ai marqué. Hein. On a une phase d'après-guerre. Les fondateurs donc, continuent dans la lancée et donc créent ce bastion à leurs mains. Et puis ensuite, des ralliements plus ou moins nombreux qui se font donc au gré de la guerre froide et donc de la prégnance de la menace communiste. Ensuite, donc, une arrivée massive pour intégrer les pays du pacte de Varsovie. Et puis, donc, d'autres phases jusqu'à aujourd'hui avec la fin de la crise des Balkans, ou en tout cas la fin de la guerre donc, dans les Balkans. Et puis, bien sûr, maintenant, donc, cette menace russe qui réveille un petit peu tout le monde. Et on voit arriver des gens qui étaient un petit peu sur la première marche, mais qui hésitaient de monter dans le wagon. Donc maintenant, ils montent dedans avec la Finlande et puis bientôt la Suède. Voilà, donc vous voyez qu'on arrive maintenant à 31 pays, que cet élargissement a été un véritable succès indéniable de l'OTAN. Si l'OTAN était si mauvais que ça, on n'en serait pas là. Et donc on a un élargissement qui a été pas à pas donc effectué. Bien sûr, c'est le parapluie américain qu'on vient chercher hein, quand on rentre dans cette organisation-là. Et pour certains, c'est l'unique système de défense. Vous allez en Estonie, en Lituanie, vous regardez les plans de défense, ah ben non, c'est ceux de l'OTAN. Hein. Donc ils mettent tout dans l'OTAN et leur destin est lié à l'OTAN. Bon, ils ont leurs fusils, mais tout ce qui doit les mettre en œuvre, tout ce qui doit assurer leur renforcement, vient de l'OTAN. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes planètes entre les 31 pays membres, bien sûr. C'est ce qui fait donc la complexité de l'organisation. Et c'est ce qui fait que, gardez-le bien en tête, le point donc, de centre de gravité de l'OTAN, c'est la cohésion des membres. Dès que vous avez rencontré un grand dirigeant, il n'aura que ça en tête. Si vous lui proposez une idée, il va dire, moi, attends, là, ça va mettre les Finlandais en porte-à-faux, puis j'ai les Turcs qui vont me sauter dessus. Donc, voilà, donc ça passe pas. Donc la cohésion de l'Alliance, la cohésion de ses membres, c'est le centre de gravité de l'organisation. Et à partir de ça, du centre de gravité, vous faites un plan d'opération. Hein, voilà. Quand vous devez aller donc, dans les Balkans, eh ben, vous avez ça en tête au niveau politique, mais ça se décline aussi au niveau militaire et quelquefois au niveau plus bas tactique. Hein. On a cette besoin de solidarité, de se comprendre, de se parler, de ne pas se froisser, surtout pas, et de ne pas faire d'opposition frontale, bien sûr. Voilà. On a des pays quand même qui sont de poids variable, je le disais, mais qui ont des vues et des ambitions ou je dirais des raisonnements qui sont très différents. Une puissance nucléaire, là-dedans, ça ne va pas réfléchir de la même manière donc un petit pays comme la Hongrie. Voilà. Donc, voyez un petit peu cela aussi sous cet aspect. On a besoin de consensus à chaque fois et on a besoin de leaders et de moteurs. Alors, là-dedans, il y a des pays qui se supportent pas et puis il y a des pays qui s'aiment bien. Voilà. Donc, ça fait des petits clubs dans l'organisation et donc les liens entre les représentations militaires, entre les officiers qui sont insérés dans les différents états-majors, ils se retrouvent, ils s'échangent des papiers. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Et que va en penser Paris? Donne-moi la réponse de Paris sur ce papier-là, parce que ma capitale, elle me demande de faire valoir cette idée. Et donc voilà. Donc les clubs, le Quad, hein, le Quad c'est le plus gros, c'est les Américains
les Français, les Allemands et les Anglais. Bon, ça, c'est un petit cyclotron à l'intérieur de l'organisation. Ça produit des idées, ça les met en musique, et donc ça entraîne, ça a un pouvoir d'entraînement de l'organisation. En contre-pouvoir du quad, bah, vous avez un petit peu la frange orientale de l'Europe. Et donc le B9, là, tous les pays du Nord, là, ça va jusqu'à la Pologne et puis ça descend un petit peu, là. Tout ça, ça forme aussi un petit club. Et ils se font des réunions. Et puis donc, le quad est bien joli, là, mais ça ne nous va pas. On fait des contre-propositions ensemble, à 9, et puis on essaye de faire valoir notre point de vue. Donc voilà, donc, tout ça n'est pas... c'est pas une mosaïque, hein. Il y a quelquefois des regroupements assez évidents. Et donc les gens utilisent ces relais pour dire non, c'est pas forcément l'opinion de ma capitale, mais comme on pense comme les Polonais, ça nous va bien. Voilà. Donc c'est des choses qui se montent qui se montrent assez vite. Les 31, bon, vous savez que ça va passer à 32 quand les Turcs et les Hongrois arrêteront de faire des manœuvres de retardement. Hein, bon, ben, ils font durer, ils se marchent en tapis, donc ils font durer, ils obtiennent des petites choses par ailleurs. Bon, mais ça ne va pas tarder. Donc on va arriver à une alliance à 32 membres avec une surface de contact avec la Russie qui est très nette aujourd'hui. Hein. Voilà, la Finlande, tous les pays baltes, tout ça, c'est écrou contre écrou, quoi. Ça peut frictionner quand même assez vite, parce que donc l'organisation est au contact direct avec le principal adversaire, appelez-le ennemi si vous voulez, et puis donc des frictions qui seront forcément beaucoup plus sévères que s'il y avait un État tampon, voire deux, entre les deux blocs. Voilà. Ce qu'est l'OTAN, je le disais, donc une alliance à 31 pays. Ce qui est intéressant dans cette alliance, c'est qu'elle est transcontinentale. Hein. On va de l'Alaska jusqu'à la Finlande et jusqu'à la Turquie, Anatolie. Donc on a quelque chose qui est très très vaste. Quand on a quelque chose qui est très très vaste comme ça a donc une vocation mondiale. Et donc on sait que de toute façon l'OTAN dépassera son petit cercle européen, ou ses objectifs européens, pour aller ailleurs. Elle l'a déjà fait bien sûr. On a vu des bateaux sous bannière OTAN lutter contre la piraterie dans le golfe d'Aden. On a vu des opérations humanitaires de l'OTAN donc au Pakistan, suite à des tremblements de terre. Bon, on a vu des interventions en Libye de l'OTAN. Voilà, donc il y a déjà des choses qui se passent très très loin de l'ère de responsabilité européenne, transatlantique, de l'OTAN. Voilà. Mais ça va encore plus se développer. Ça reste quand même une alliance défensive, et donc on garantit la liberté et la sécurité des membres, et on agit par moyens politiques et militaires. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Bon, moi je suis un ancien militaire, j'ai servi dans la partie militaire de l'OTAN, dans un état-major purement militaire, mais au-dessus de nous, donc au-dessus du chef à Mons, il y a le siège à Bruxelles, et c'est une partie purement civile. Purement civile. Hein. Des ambassadeurs, des diplos, des fonctionnaires internationaux, des agences de tout poil, que du civil. Les militaires qui travaillent là-haut, il y en a, ils travaillent en civil, ils n'ont pas d'uniforme, d'accord? Donc vous avez effectivement à l'OTAN les deux instruments de puissance, de pouvoir, hein, le volet militaire, le volet civil. Voilà. Donc, bien évidemment, il y a cette dualité qui décuple les capacités donc, de l'OTAN. La mécanique de tout ça est assez lourde. Bien sûr, sur le plan politique, le sommet des chefs d'État, donc l'OTAN fait des sommets
de chefs d'État, 31. Bon, c'est une fois tous les 2 ans à peu près, ça dépend un petit peu en ce moment, ça revient assez vite, mais sommet de chefs d'État. Et vous avez, pour préparer cela, des sommets de ministres de Défense, des sommets de ministres des Affaires étrangères, des sommets de chefs d'état-major des armées. Donc, toute une mécanique bien huilée de rendez-vous qui permet donc de faire déboucher les grandes décisions, d'accepter par exemple la candidature de l'Ukraine à l'OTAN, voilà, de doubler le budget de fonctionnement de l'OTAN, par exemple, c'est une décision de sommet. Voilà, donc, beaucoup de mécaniques un peu onusiennes, en fait, hein, qu'on retrouve à l'OTAN, qu'on peut retrouver aussi à l'UE, mais bon, avec un volet militaire qui est quand même nettement plus marqué. Avec des civils et des militaires, on fait une approche globale, c'est-à-dire qu'on arrive à traiter la crise par son volet économique, par son volet humanitaire, donc plutôt un domaine confié aux civils, et on la traite par le volet militaire en envoyant des troupes sur le terrain, tenir, sécuriser des zones, faire en sorte que les populations soient protégées, faire en sorte que l'aide humanitaire puisse arriver. Voilà, donc on fait de l'approche globale et on fait appel aux instruments de puissance militaires et non militaires assez facilement. On a donc des membres qui sont puissance nucléaire. Donc là, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Vous avez un groupe de planification nucléaire à l'OTAN dont la France ne fait pas partie. Elle considère que sa dissuasion nucléaire doit être autonome et elle ne repose pas, sa dissuasion, sa protection ne repose pas sur les moyens nucléaires de l'OTAN, voilà, qui sont donc traités à la main d'un certain nombre d'alliés qui veulent bien participer donc à ce groupe de planification. La France n'en fait pas partie. Voilà, et puis toujours encore, hein, avec ce patchwork de puissances, de pays, aux sensibilités différentes, à la géographie extrêmement différente, un besoin de cohésion, un besoin de compréhension, et puis donc un besoin d'interopérabilité de l'instrument militaire. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, ça peut donner un petit peu de respiration à ce que je vais vous dire, et puis ça répondra tout de suite à vos envies. Encore une considération sur ce qu'est l'OTAN et surtout alors le fait qu'elle rayonne. Donc ça se voit très très bien sur cette carte et ça se voit très très bien sur les partenariats que l'OTAN noue à l'étranger. Bon, vous avez les 31, bientôt 32 membres en haut à gauche. Non, pas de problème. Non, ce que je vous demande de regarder, c'est donc les partenariats en bas à gauche qui sont noués par l'OTAN depuis les années 80-90. Hein. Donc, le plus gros partenariat noué, c'est le partenariat pour la paix. Et vous voyez là un certain nombre de pays. Donc, la Suède y est encore. Donc, on voit qu'il y a des pays qui ont vocation à rentrer dans l'Alliance et qui sont là un petit peu à la porte, sous la forme du partenariat. Et puis, donc, des pays qui sont neutres pour toujours. La Suisse, par exemple, donc, qui est là. Bon, alors il y a la Russie qui est là. Bon, elle a été éjectée, évidemment, il n'y a pas très longtemps, mais elle était au départ donc, du partenariat tout à fait présente et elle tenait son rôle. Voilà, donc l'Ukraine est là aussi. Donc, ces partenaires-là, bon, ils sont pas dans les cercles de décision hein, de l'Alliance. Ils sont dans des buildings un petit peu à part, avec leur représentation, et ils viennent prendre part à certaines discussions, et surtout, ils peuvent prendre aux opérations. Donc, si vous avez des Suisses qui veulent donc intervenir en Albanie auprès de l'ancêtre de la CAFOR, ils sont les bienvenus, ils l'ont fait. Moi-même, quand j'y étais, il y avait des Pumas, des hélicoptères de l'armée suisse, qui faisaient donc de l'évacuation sanitaire au titre de l'opération de l'OTAN. Voilà, donc ils participent aux opérations
ils sont donc, je dirais, sensibilisés sur les évolutions en cours, sur les travaux en cours. Ils participent à un certain nombre de travaux et donc ils sont dans l'antichambre de l'OTAN. Partenariat pour la paix. Ensuite, ces partenaires-là de la paix sont dans la zone euro-atlantique. On dit ce sont nos voisins, nos putatifs membres, on les garde près de nous. On en fait. Et ensuite, on va chercher d'autres connexions plus loin et on crée d'autres partenariats. Donc, autour du globe, la PAG que vous voyez, et donc on va chercher des Australiens, des Néo-Zélandais, des Japonais, des Coréens. Voilà. Donc, on voit là non pas de futurs entrants dans l'Alliance, mais on voit l'Alliance se positionner sur des problématiques Asie-Pacifique et donc nouer donc des connexions sur l'Asie grâce à ce partenariat. Bon, la connexion sur l'Asie, c'est bien sûr ouvrir un bureau de l'OTAN à Tokyo. Bon, malheureusement, le président Macron a dit niette. Bon, donc là aussi, on s'est dit, mais pourquoi vous faites ça les Français? Qu'est-ce que vous allez dire? Donc il fallait expliquer. Bon. Voilà. Donc ouvrir des bureaux un peu partout, et puis donc faire en sorte que les problématiques de l'OTAN soient donc connues, faire en sorte que les exercices entre les forces militaires se fassent, que des partenariats voilà, se vivent au jour le jour. L'autre partenariat, donc, c'est plutôt Moyen-Orient. Bon, là, évidemment, c'est un arc de crise qui est donc regardé de très près par l'OTAN, et donc on vient nouer des partenariats pour effectivement se pluguer sur le Moyen-Orient, et donc le Qatar, oui c'est ça, c'est le ICI, hein, c'est celui de droite, Bahreïn, le Qatar, le Koweït, les Émirats sont dans un partenariat particulier. Et enfin le dernier, donc la Méditerranée, pareil, donc une zone stratégique pour l'OTAN, le flanc sud de l'OTAN, donc face à cette Afrique en plein trouble, et donc le dialogue méditerranéen avec un certain nombre de pays que vous voyez là. Voilà, donc retenez effectivement cette vision large de l'OTAN, ça dépasse largement les frontières de l'Europe, on va effectivement chercher de futurs alliés et de futures coopérations avec les pays asiatiques notamment. Alors les tâches, à quoi ça sert? Donc elles sont à droite, c'est un triptyque donc, qui n'a pas bougé, quand bien même la situation planétaire évolue, on en est toujours à la même chose, une alliance défensive qui se décline entre dissuasion et défense, donc protéger le sanctuaire otanien, qui est donc l'aire de responsabilité de Sacker, donc du général qui commande à Mons. Ça va de l'Alaska jusqu'aux frontières maintenant avec la Russie. Voilà. Dissuader et défendre, et ensuite donc pouvoir traiter les crises donc, par donc ce qualificatif prévention et gestion de crise. On l'a vu dans les Balkans, hein, du maintien de l'ordre, du peacekeeping, du peace support, ce que vous voulez, et donc c'est aujourd'hui le cas avec la KFOR au Kosovo. Vous avez donc des troupes de l'OTAN qui assurent ce volet des tâches de l'organisation. Et enfin, la coopération de sécurité. Donc faire en sorte que des petits pays s'élèvent, que les moyens, les équipements se modernisent, faire en sorte que le militaire hongrois gagne je dirais en compétences et se mette au niveau des meilleures armées occidentales, lui qui sort du soviétisme, où il a appris la guerre, qu'on puisse effectivement le faire monter en gamme et lui donner un petit peu toutes les clés de coopération avec un GI américain. À gauche, les menaces et les challenges, donc ça c'est aussi intéressant, c'est quelque chose qui est très travaillé pendant les sommets de chefs d'État. Ça discutaille beaucoup là-dessus. Par exemple, terroristes, est-ce qu'on met le PKK, est-ce qu'on met des choses comme ça?
Donc vous avez des Turcs qui arrivent avec des plaidoyers épais comme ça, et qui viennent défendre leurs idées, et puis donc, tous les autres qui disent, bon d'accord, c'est bien joli, mais non, on ne fera pas comme ça, et on n'aura pas les mêmes idées que le président Erdogan. La Russie, bon, ça c'est quelque chose d'assez stable. Je veux dire, on en parle, mais bon, il y a peu d'évolution. Tout le monde est effectivement nettement conquis par ça. Et ensuite, j'ai mis contrôle déficient des armements, donc avec l'affaiblissement de cette réglementation mondiale, de cet ordre mondial, de nos grandes organisations de sécurité qui s'affaiblissent. Hein, voilà. On a cette prolifération d'armements. Et donc ça, c'est un sujet qui est considéré comme une menace pour l'organisation. Enfin, les challenges. Donc, on n'arrive pas à s'entendre sur le fait de classer menace telle et telle chose. On les considère comme des défis, comme des challenges, quelque chose dont il faut s'en occuper et qui peut devenir, je dirais, épineux. Voilà. Donc, technologie de rupture, bon, ça, je pense que vous êtes bien au fait des choses, hein, c'est l'intelligence artificielle. C'est les technologies quantiques, donc c'est l'avènement des drones ou des machines à tuer. Hein, voilà. Donc ça, c'est la technologie de rupture qui est donc considérée comme un défi de l'organisation, et elle se prépare je dirais, à s'élever pour contrer ce genre de choses, parce que donc son souci premier, c'est la supériorité technologique, hein, de l'Alliance. On a quand même affaire à une organisation de sécurité qui est au top de la technologie, avec à l'intérieur les meilleures armées du monde, ou la meilleure industrie de défense du monde au sein de l'OTAN. Donc là, on est sur des domaines qui sont donc chers à l'organisation. Récemment, au sommet de Vilnius, là, donc, la Chine a été donc clairement mise dans les défis, sur le plan militaire, sur le plan de la sécurité des membres de l'Alliance. Ça constitue un défi, pas encore une menace, mais bientôt peut-être. Voilà, donc on y met la Chine, et puis le changement climatique qui est aussi, lui aussi, pris en compte. Bon, rassurez-vous, quand j'étais à Mons, le changement climatique, ça n'a pas occupé mes journées, hein, mais donc il y a des officines à l'OTAN et au siège à Bruxelles qui prennent en compte ce domaine. Sur le plan militaire, bon, c'est pas encore très prégnant dans les plans, dans les doctrines, dans tout ce qui fait un petit peu le quotidien des bureaux de planification du SHAPE. Enfin, au centre, j'ai mis le nouveau document donc fondateur, militaire et civil. Hein. C'est le concept stratégique de l'Alliance. On a bien volet militaire et civil à l'intérieur. Il est plus connu sous le nom de Deterrence and Defense of the Euro-Atlantic Area, donc DDA. Donc c'est le document qui a été validé en sommet en 2022 et qui a été donc agréé, bien sûr, par toutes les nations pour servir de base à la fois à la stratégie, mais aussi à toute la partie capacitaire. Donc, est-ce que la Bulgarie doit augmenter son budget de la défense? On regarde là, on y trouve le plan régional qui concerne la Bulgarie. On regarde quelles sont les capacités associées militaires de ce plan régional. On regarde quelle est la contribution d'un pays comme la Bulgarie, et la Bulgarie en déduit, bon oui, je dois me mettre au niveau sur tel et tel point. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui se décline donc sur toute la zone, pour tous les pays. Ils y trouvent leur, je dirais, leur guide pour développer leur politique de défense. On y trouve quoi encore? On y trouve les plans nationaux articulés avec les plans régionaux, donc Bulgarie et son plan régional. C'est un exemple, bien sûr. On y trouve un petit peu les façons d'apprécier la situation avec un partage de rances donc commun. On y trouve le nouveau modèle de force, c'est-à-dire qu'on a des forces qui sont prêtes à l'emploi au sein de l'OTAN.
on les modifie, on les agrandit, on les rend plus robustes. On en fait donc des ensembles multidomaines avec une articulation de la force qui est un peu différente du bataillon d'infanterie avec son bataillon de chars. Enfin, vous voyez, on fait évoluer la structure de force qui est disponible, soit à l'instant T par l'alerte, soit un peu après par le réservoir de force qui vient donc prendre position un peu plus tard. Et puis on voit aussi des états-majors, on le verra après, qui se transforment pour être un petit peu plus opérationnels. Bon, Shape, c'était un campus comme le vôtre, un peu comme Ballard. Voilà, donc on n'y voit pas forcément une machine de guerre. Bon. Il n'y a pas des bunkers, il y en a un, mais il n'y a pas des bunkers pour abriter tous les officiers d'état-major à planifier donc l'opération qui se joue. On ne trouve pas ça encore. Avec le concept, on va vers des états-majors plus opérationnels, plus aptes au combat sur différentes localités d'Europe. Bien évidemment, je voudrais insister sur le fait que c'est une alliance défensive et qu'elle repose sur la défense collective et sur l'article 5 de la charte. Donc là, si vous devez noter quelque chose, vous notez l'article 5. Donc, un pays de l'OTAN qui est victime d'une attaque armée, alors tous les autres pays considèrent que sont victimes de la même attaque armée et prennent les mesures qu'ils estiment nécessaires pour la parer. Voilà, donc c'est la charte, l'article 5 et la clause de défense collective. C'est ce que le petit film va illustrer maintenant. Alors, je ne sais pas si c'est bon celui-là. Ça c'est le premier normalement. After covering the topic of missions in our last Knowing NATO episode, we have one last thing to discuss, the North Atlantic Treaty and especially Article 5. Because that's NATO's basis, and we say Article 5 is the cornerstone of NATO's alliance. Why? I'll tell you right now. You may know from our first Knowing NATO episode, NATO was established in 1949 in the aftermath of World War II. And so was the North Atlantic Treaty with 14 articles in total. All were signed in Washington in April 1949 by representatives of the 12 founding Allied nations. The aim was to create a pact of shared assistance to counter the risk that the Soviet Union would extend its control of Eastern Europe to other countries and establish collective defense. You could say that Article 5 is the strongest article because it's the foundation of collective defense. The parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all. This binds NATO's members together so they protect each other. But what happens if a NATO ally is the victim of an armed attack? Every other ally will consider it as an armed attack against all NATO allies. So every NATO member will do what it thinks is necessary to support the attacked ally. The first time NATO used Article 5 was after the terrorist attacks on 11 September 2001, or 9/11. Less than a day after it happened, the Allies invoked Article 5, and after investigation, the North Atlantic Council agreed that if it is determined that this attack was directed from abroad against the United States, it shall be regarded as an action covered by Article 5 of the Washington Treaty. But what did that mean? NATO agreed on a package of 8 measures to support the United States. One was, for example, to assist allies and other countries that could become subject of increased terrorist attacks.
just because they supported the campaign against terrorism. Another was to enhance cooperation and sharing of intelligence information. Also, NATO launched an anti-terror operation called Eagle Assist. From October 2001 till May 2002, 7 NATO airborne warning and control system aircraft, or short AWACS, helped patrol the skies over the United States. Shortly after that, NATO launched its second counter-terrorism operation, Active Endeavour. NATO's standing naval forces were sent to patrol the eastern Mediterranean. The tasks were to detect and deter terrorist activities and illegal trafficking. There were many more actions that our alliance took, and if you want to know which, you will find the answer on our website as usual. Link is in the description below. And that's it for now, and for our whole Knowing NATO series. It's been a real pleasure learning with you and hopefully expanding your knowledge of our great alliance. But I still recommend subscribing to our channel and following us, because we will keep uploading Et on revient à notre organisation. Donc l'organisation, donc assez simple, hein, vous avez dans le premier carré en haut, c'est Bruxelles, le siège, hein, donc la partie civile de l'OTAN, avec comme personnages principaux le secrétaire général, donc Jens Stoltenberg, qui a été donc Premier ministre norvégien, et donc qui est en poste depuis 2014 quand même, hein, donc c'est un vieux routier de l'OTAN. À côté, le NAC, qui est donc l'organe décisionnel de l'OTAN, donc c'est la pièce maîtresse de Bruxelles, le Conseil, le NAC, Conseil de l'OTAN, et donc là, tous les ambassadeurs siègent, et donc toutes les décisions donc sont sorties du NAC. J'ai mis à côté NPG, donc c'est la partie nucléaire, donc ce groupe de planification nucléaire qui est aussi à très haut niveau dans le processus de décisionnel, mais bon, retenez ici le NAC. Et bon, pour soutenir le NAC, le Conseil de l'OTAN, vous avez des instances comme l'état-major international, et puis son volet militaire, donc l'IMS, qui est donc dirigé aujourd'hui par un Hollandais, un Néerlandais. Voilà, donc à Bruxelles, au siège, ce beau bâtiment, si vous allez à Bruxelles, près de l'aéroport, ça ressemble un peu au CNIT, là, donc c'est des grands volumes, tout beau, tout neuf. Et en bas, donc, les deux commandements militaires de niveau stratégique, là où j'ai servi, donc Allied Command Operation, ACO, à Mons, toujours commandé par un Américain, donc c'est la caution américaine à la structure de commandement, c'est toujours un général américain qui commande, ça peut être un marin, un aviateur, un terrien, mais aujourd'hui le général Cavoli. Et puis donc l'autre commandement à Norfolk, donc aux États-Unis, qui est donc commandé par le général Philippe Lavigne, un Français. Donc ça a été donc, la principale décision de notre retour en 2009. Hein, donc on a pris un haut poste dans la structure, et donc on a eu ce poste-là donc de SACTI, j'en parlerai tout à l'heure. Ça s'occupe de transformation de l'OTAN. Et le général Cavoli, c'est tout ce qui est opération, c'est lui qui commande et qui planifie les opérations. Bien évidemment, le général Cavoli est un peu plus près du secrétaire général, donc ils sont à 30 km l'un de l'autre, donc la connexion est nettement plus facile qu'entre le général Lavigne, de l'autre côté de l'Atlantique, et le siège à Bruxelles. Bon, on en reparlera aussi. Voilà donc les big boss en pied, quasiment. La succession du secrétaire général est en question, hein, donc qui peut prendre Mark Rutte, le néerlandais, s'est positionné pour. Est-ce qu'il sera soutenu? Est-ce que donc Stoltenberg veut faire autre chose? Enfin bref, il a été reconduit plusieurs fois et il est temps de penser à sa succession. Alors maintenant, on va donc rentrer dans la vraiment partie militaire, donc un peu mon domaine. J'arrêterai de parler un petit peu du siège et dont la partie diplo. Maintenant, la partie militaire. Donc nos deux commandements stratégiques, hein, Mons en Belgique, Norfolk aux États-Unis,
avec, donc, je l'ai dit, une vocation pour les opérations pour le SHAPE et une vocation pour la transformation de l'Alliance. Bon, ça veut dire quoi la transformation de l'Alliance? On revoit les structures de commandement futures, ce dont on a besoin, ce qu'on va donc se passer. On revoit un petit peu tout ce qui est entraînement, formation des armées en général et des commandements en particulier. Et puis on fait des expérimentations de nouveaux équipements. On regarde quelles sont les capacités du futur. On regarde un petit peu loin, on fait de la prospective. On fait pas mal de budgétaires, de capacitaires. Voilà, donc c'est ça, Norfolk, SACTI, sous les ordres du général Lavigne. Maintenant, ça c'est peut-être un peu fastidieux, un peu touffu, mais ça représente tout ce qui est financé par les pays en matière de commandement militaire et de capacité militaire de l'Alliance. Il n'y a pas plus que ça, en moyens propres de l'Alliance. Les moyens propres de l'Alliance, c'est des commandements, des états-majors, des officiers d'état-major, des bureaux, des PC, des machins, des trucs. Tout le soutien qui va avec, donc le soutien informatique, le soutien vie, le soutien du combattant, qui va avec l'état-major en particulier. Et puis, quelques capacités militaires. Et elles ne sont pas nombreuses. Vous avez les AWACS qu'on a vus dans le film, là, les avions radars qui tournent au-dessus de New York, là. Donc ça, c'est des capacités militaires en propre de l'OTAN. Et vous avez des nouveaux drones, des drones mâles, hein, de haute altitude, qui sont à Sigonella, en Italie, et c'est tout ce qu'il y a comme équipement, comme capacité militaire. Tout le reste, c'est que de l'état-major, des officiers d'état-major et l'infrastructure et l'environnement qui va avec l'état-major. Voilà, donc ça, ce sont les moyens propres de l'OTAN. Bien sûr, commandé par le SHAPE, puisqu'on fait des opérations. Et donc, le deuxième niveau, qui est le niveau opératif, vous avez ce qu'on voit dans les armées européennes. C'est-à-dire qu'on a des commandements maritimes, terrestres, aériens. Le JSEC, alors c'est intéressant, il vient d'être créé il y a 2-3 ans, c'est la mobilité stratégique de l'Alliance. C'est-à-dire que des chars qui débarquent à Bordeaux, les chars américains qui débarquent à Bordeaux, doivent être envoyés sur le front Est. On doit traverser avec ces chars toute l'Europe. Les voies ne sont pas pareilles d'un pays à l'autre. Il y a des pays qui mettent des barrières douanières sur les chars. Oui. Il y a des gens qui disent « attendez, il y a des munitions, ça ne va pas avec ». Donc il y a des pays qui, je dirais, ralentissent la progression du char américain qui débarque à Bordeaux, qui doit vite rallier le front. Voilà. Donc c'est la mobilité stratégique, c'est très important pour l'Alliance. Et je parle des chars, mais ça peut être le carburant, ça peut être des tas de choses. Donc qui aujourd'hui posent problème à l'Alliance sur tout le continent européen. Et donc le JSEC s'en occupe. Et les trois qui sont à gauche, c'est les commandements, je dirais, subordonnés. Par exemple, à Naples, JFC-NP, c'est Naples, on lui a confié la KFOR, qui est au Kosovo. Donc on distribue les opérations à ces trois, Brunssum, Naples, Norfolk, parce qu'à côté du SACT à Norfolk, il y a aussi un JFC, enfin un état-major. On distribue les opérations à ces trois boss. Voilà. Et le reste, je dirais, c'est des expertises, des compétences maritimes, terrestres, aériennes. Voilà, donc tout ça, ça correspond au commandement intégré de l'Alliance. De Gaulle, il a quitté quoi? Il a quitté ça. Il ne voulait plus du tout de Français là-dedans. Sarkozy, il a tout remis là-dedans, et donc il y a des Français partout dans tout ça. Voilà. On pourra en reparler sur vos questions si vous voulez. Maintenant, je passe un peu plus en détail sur le rôle du SHAPE, Mons, où j'ai servi. Eh bien, donc là, on a un Bruxelles qui donc prend des décisions au niveau du NAC et qui doivent être déclinées sur le plan militaire par le SHAPE. Donc c'est lui qui va faire effectivement l'implémentation de toutes les décisions politiques dans la structure de commandement que vous avez vue précédemment. En sens inverse, NAC a besoin d'expertise, a besoin d'avis sur des options militaires. Est-ce qu'on va au Kosovo? De quelle manière? Avec quoi? Quels pays sont concernés? Voilà. Donc les avis sont produits, élaborés donc au SHAPE et remontent à Bruxelles et ils rentrent dans la moulinette politico-militaire. Bien sûr, je le disais, il commande les opérations et les planifie en cours.
On verra quelles sont ces opérations. Et puis, voilà, donc, commande, analyse, donc a posteriori, les opérations. Voilà, donc ça, je vais simplement le commenter, vous les retrouverez sur le site, si vous allez dans le détail. Simplement, pour vous donner un petit peu le panel des lignes de force, des activités, des opérations qui sont conduites par ACO, par le SHAPE, la partie militaire de l'OTAN. Donc, déjà, se protéger soi-même, hein, la force doit être protégée, donc on a traité le Covid, la pandémie a été donc une des opérations menées par l'OTAN au niveau donc, du SHAPE, déclinée par tous les états-majors sur tous les théâtres d'opération pour faire en sorte que l'action de l'OTAN ne soit pas détériorée par le virus, on va dire. Voilà. Ensuite, vous avez donc les travaux en cours, des travaux de niveau doctrinal. Est-ce que donc l'interopérabilité entre les différentes armées est suffisante pour conduire des opérations? Est-ce que le niveau d'alerte sur donc les forces censées intervenir au coup de sifflet bref est suffisant? Donc ce sont des travaux doctrinaux qui sont traités au SHAPE. Bien sûr, ensuite, vous avez le renforcement du flanc Est avec cette guerre en Ukraine, la menace russe qui pèse et qui donc est patente à la frontière avec l'OTAN. Donc renforcer, mettre des patrouilles aériennes en Estonie, envoyer un contingent français en Roumanie, la mission Aigle que vous connaissez, tout ça, c'est donc traité par le SHAPE, planifié, exécuté, en relation avec les capitales, on discute, ça part quand vers la Roumanie? Ah, dans 15 jours, ok, bon, vous ne pouvez pas faire mieux, bon, donc voilà, et puis vous n'avez pas mis assez de chars, voilà. Donc le renforcement sur le flanc Est. L'immigration et donc, ou les trafics illégaux, l'immigration, donc ça se passe en mer Égée, ça s'appelle Agency Activity, et donc c'est une opération de l'OTAN, plutôt à la main des Turcs et des Grecs, bien sûr, et puis on leur met des Allemands pour éviter que ça chauffe trop entre Grecs et Turcs, et faire en sorte que la frontière ne soit pas trop poreuse, frontière maritime, hein, et que donc une embarcation de migrants qui part de Turquie ne puisse pas rallier Rhodes, ou ne puisse pas rallier, puisse être interceptée par les Turcs, renvoyée en Turquie, et là, bon, c'est les mécanismes européens qui jouent, vous savez qu'on paye la Turquie pour récupérer les migrants qui ont tendance à s'échapper vers l'ouest. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous avez l'opération en cours, donc Sea Guardian en Méditerranée, donc depuis quasiment les attentats à New York, et on a une opération de l'OTAN qui vise à sécuriser et donc avoir une parfaite perception de ce qui se passe en Méditerranée, c'est l'opération Sea Guardian. Et puis alors, donc, bien sûr, le Kosovo, vous avez l'Irak aussi, on a une mission d'assistance en Irak, de formation, d'entraînement de l'armée irakienne, ou des ministères liés à la sécurité et à la défense de l'Irak, donc un peu un volet civil sur l'Irak, donc ça c'est traité aussi au SHAPE. Et puis, donc, de façon anecdotique, un soutien à l'UA, donc à l'Union africaine. Donc là, on a quelques officiers qui sont là pour aider l'Union africaine à concevoir une politique de défense ou à résoudre des problématiques de défense. Et enfin, donc, voilà, donc ça se termine. C'était donc l'Afghanistan, c'est terminé, le retrait a eu lieu. Ça aussi, ça a été un grand moment de mon passage au SHAPE, hein, parce que donc c'était dur, hein, franchement. Le dialogue entre alliés était plutôt mauvais. Les Américains avaient le lead, ils voulaient évacuer le plus vite possible. Les Italiens disaient « Attendez, mais moi je ne peux pas monter dans tel avion, je ne peux pas faire en sorte d'être dans le tempo américain, et ce n'est pas possible de jouer cette copie-là. » Donc il y a eu beaucoup d'atermoiements et beaucoup de frictions entre alliés pour évacuer donc le contingent otanien qui était à Kaboul. Voilà, donc c'était un moment important de la vie du SHAPE. Heureusement, ça s'est plutôt bien fini, et donc on était dans les temps. Une petite diapo donc, qui vous illustre un petit peu ce renforcement. Hein, voilà, donc
depuis février 22, ou depuis la Crimée, ou depuis la Géorgie, ben, on voit une masse et donc un potentiel militaire qui coagule, hein, voilà, qui coagule un petit peu sur la frontière est de l'AOR, enfin de l'aire de responsabilité de l'OTAN. Vous avez effectivement tout type de renforcement terrestre avec des bataillons qui viennent en Estonie, qui viennent en Roumanie, qui viennent partout sur les pays frontaliers, la Pologne. Voilà. Et puis, bon, je le disais, vous avez des patrouilles aériennes, des avions qui font de la police aérienne sur tout le ciel. Donc ça monte jusqu'à l'Arctique, en fait. Hein. On défend de l'Arctique jusqu'au canal de Suez, cette ligne de contact avec la Russie. Je passe un petit film pour illustrer un petit peu ce volet opération de l'OTAN. Alors, so we have covered many topics. We found out how NATO deploys troops, how we exercise, and which assets NATO owns, to name a few. But in the end, all of this aims to prepare us for missions. In this video, we get serious. We'll have a look at NATO's missions. NATO's main goal is to ensure the security and freedom of its members and allied territory by political and military means, which essentially means that the collective defense isn't just based on military missions. So for a peaceful resolution of conflicts, NATO is active in finding diplomatic solutions. If diplomatic efforts fail, it has the military capacity to activate crisis management operations, either alone or with other countries and international organizations. To provide an example of a NATO mission, we can take a look at Kosovo Force, or short, KFOR. In 1999, NATO started this mission to stop the violence in Kosovo and prevent a humanitarian disaster. Throughout NATO's presence in Kosovo, the mission evolved, so that after some years in Kosovo, KFOR troops began supporting the building of a professional security force. Other well-known missions are Resolute Support, which was located in Afghanistan, and NATO Mission Iraq. The goal of these missions is to train and advise their security forces and institutions, which means that both are non-combat missions. But NATO is also leading operations in the Mediterranean Sea, maintaining maritime security with surveillance and counter-terrorism efforts. At the same time, NATO is securing the skies with air policing missions in the Balkans, Iceland, Romania, and the Baltic states. NATO air policing aims to provide safe passage through Allied airspace through proper tracking, identification, and, if necessary, intercepting errant aircraft. As I mentioned in a previous Knowing NATO episode, NATO draws troops from all 30 member nations and partners. Numbers change very fast, but just for a rough overview, approximately 20,000 military personnel are engaged in NATO operations and missions around the world at any given time. These missions are just a few examples. NATO does a lot more. And if you want to find out exactly what, have a look at our website, where we have published a detailed article about our operations and missions. Until next time, ciao! Voilà. Donc mission, plus ou moins à succès. Hein. On a vu l'Afghanistan. Le Kosovo, c'est effectivement très dur, mais bon, ça produit quand même un peu de sécurité dans la zone. Et puis donc la lutte contre les migrations en mer, bon, on peut considérer que c'est une petite contribution de l'OTAN à mer Égée, mais bon, c'est largement insuffisant. Sur cette diapo-là, je voulais aussi donc parler de la gestion de la posture face à la Russie. Bon, la Russie, ce qu'elle voit, c'est ça, hein, c'est beaucoup d'avions, beaucoup de bateaux qui se massent à ses frontières,
ça correspond à une menace patente pour la Russie. Elle est incapable de faire le tri des patates. Elle ne sait pas que ce sont des avions français qui sont donc en Estonie. Elle ne sait pas que ce sont des militaires français qui sont en Roumanie. Enfin, elle peut le savoir. Mais ce qu'elle voit, c'est ça. Hein, c'est cette image de masse militaire postée juste de l'autre côté de la frontière. Et donc, elle peut effectivement s'en effrayer ou désigner cela comme une menace existentielle pour la Russie. Vous savez que c'est le discours de Vladimir Poutine, c'est donc cette menace existentielle qui l'a poussé à envahir l'Ukraine. Voilà. Donc, c'est un sujet très important au SHAPE et à Bruxelles, c'est la gestion de la posture. Faire en sorte que tout ça ne soit pas trop escalatoire, faire comprendre qu'il s'agit d'exercices et non pas de déploiement de force qui va ensuite déboucher sur une attaque ou sur un acte hostile. Voilà, simplement un déploiement pour un exercice et ensuite on revient dans les casernes pour fermer donc la parenthèse. Donc la gestion de la posture au niveau stratégique et au niveau politique, c'est très important et on fait tout pour déverminer des pointes de dirac là, de l'activité. On dit, écoutez, les Allemands, c'est pas la peine de nous faire un déploiement massif en Norvège. Il y a déjà l'exercice Baltops avec toute la flotte américaine qui est dans la Baltique. Ne rajoutez pas une activité comme celle-ci parce que vous allez effectivement créer les conditions d'une escalade vis-à-vis des Russes de Kaliningrad. Voilà, donc il y a effectivement ce point intéressant donc à noter dans la stratégie de l'Alliance et dans son mode de fonctionnement, faire en sorte que toute l'activité des membres de l'OTAN soit parfaitement connue des uns et des autres pour créer ce genre de carte et de bien voir que là, dans cette région-là, il y a un problème, quoi. Il y a une telle masse de chars et d'avions que les Russes vont penser qu'on va rentrer dans le... Voilà. Enfin, le soutien à l'Ukraine, donc l'autre volet que je voulais évoquer. Donc l'OTAN, dès le début, quand j'y étais, déjà, il y a eu ce problème de savoir si les Russes allaient rentrer ou pas rentrer. Les Américains, les Anglais en étaient persuadés. Ils ont sorti la date de l'invasion 3 semaines avant. Moi, je savais quelle était la date. Oui. C'est pour revenir sur ce que vous venez de dire. Un des rôles de l'OTAN, c'est d'empêcher la surescalade en ventilant un peu les zones géographiques des exercices. Mais en fait, là, cette carte, elle montre le contraire. Tous les exercices clés de l'OTAN sont sur sa frontière orientale. Voilà. Alors donc là, vous avez plutôt les déploiements voulus par l'OTAN. Donc on met un bataillon français en Roumanie, on assure la surveillance du ciel en Islande, mais on ne veut pas qu'un pays vienne rajouter des exercices, en zone baltique par exemple, à tel et tel moment de l'année. Voyez. Donc là, vous avez plutôt l'activité, je dirais, voulue et normale de l'OTAN. Après, donc, ce qui est déjà important, il y a déjà une grosse masse qui a été voulue donc en contre-feu de l'invasion russe en Ukraine. Les exercices, tu vas avoir des exercices habituels ici, etc., pour éviter de faire monter la sauce. Effectivement, la carte, je comprends la question. La carte, il ne faut pas la concevoir, c'est ce que tu dis, comme une carte d'exercice. Voilà. Donc c'est le déploiement en cours. De la menace des déploiements en cours. Ouais. Et on évite de faire de la provocation en rajoutant des exercices qui se passeraient comme par hasard que par là ou que par ici. Voilà, donc l'Ukraine et le soutien de l'OTAN, ou donc la réaction de l'OTAN au moment de l'invasion. Cette espèce de chicaya entre alliés, non, ils ne vont pas rentrer, on voit les mêmes choses, on voit les mêmes bataillons russes en Biélorussie, on voit tout ça, mais non, ils ne vont pas rentrer. Donc c'était le point de vue français, hein, c'est pour ça que le chef de la DRM, il a été limogé. Et puis, donc les Américains, les Anglais disent, si, ils vont rentrer, et ce sera au mois de février, et ce sera telle date. Okay, donc on renvoie tout ça à Paris, on a les retours de Paris, pourquoi cette clairvoyance, que se passe-t-il, etc. Et ça s'est vérifié. Donc effectivement, le renseignement, son analyse, la façon dont il est exploité, où il est disséminé dans l'organisation,
à la petite cuillère. Hein. On donne un petit renseignement le jour J, et puis 3 jours plus tard, on a l'explication. Enfin bon, voilà. Donc tout ça, ça marche très bien, et donc ça contribue à donner de la cohésion, puisqu'on partage ce renseignement, ou alors à nourrir un petit peu les dissensions, parce que donc on met à jour une mauvaise appréciation française, et alors donc à la fin, ouais, les Français, vous avez eu tort, vous avez échoué dans l'exploitation du renseignement, et vous en avez tiré la mauvaise analyse. Donc ça, c'est assez difficile à gérer pour nous. Ensuite, la volonté première, c'était aucun soldat, aucun avion, aucune capacité militaire ne doit franchir la frontière de l'AOR. Voilà. Donc ça, c'était vraiment c'est l'obsession de Sacker. Donc le chef à Mons, c'était de faire bien comprendre à toutes les nations, à tous les états-majors, à tous ceux qui sortent un plan, que c'était donc la condition première. Donc il y a eu cette précaution qui a été affichée et qui a toujours été respectée aujourd'hui, quand bien même on a massé énormément de choses et qu'on était donc à portée de tir des Russes. Voilà. Tout de suite le plein soutien à l'Ukraine, c'était clair, ça a été partagé par tous. Les Hongrois ou les Tchèques, là, bon, on ne les a pas entendus, hein, mais c'était clair, et tout le monde est resté sur cette ligne-là. Plein soutien à l'Ukraine. Et puis donc encourager les initiatives nationales. Ce n'est pas l'OTAN qui va donner un missile anti-char aux Ukrainiens, ça va être la France, ça va être les Anglais. Donc, encourager donc l'aide militaire, d'équipement, mais de nations en bilatéral, si vous voulez. Jamais l'OTAN. L'OTAN fait du non létal, donc on a ramassé des gilets pare-balles, on a ramassé du carburant, on a ramassé des tas de choses comme ça, de la pharmacie, voilà. Et donc on a créé une banque mondiale là, des affaires non létales, et donc on a servi les Ukrainiens, après avoir coordonné tout l'acheminement de cette aide-là, et donc sa ventilation. L'Ukraine a son avenir dans l'OTAN. Bon, donc ça aussi, ça a été proclamé, hein, c'est un peu le discours officiel, l'avenir de l'Ukraine est dans l'OTAN. Bon, il y a quand même quelques observateurs ou quelques experts du sujet qui pensent que bon, ça ne peut pas se faire comme ça, et on peut penser que c'est un peu le modèle Israël qui va être choisi au final. En tout cas, c'est une des options qui tient aussi la route, enfin qui peut être défendue. Hein, donc c'est des soutiens massifs de l'organisation, des pays membres, du siège à l'Ukraine, comme le font aujourd'hui les États-Unis vis-à-vis d'Israël. C'est aussi des garanties de sécurité, ce sont des accords passés. Voilà. Mais effectivement, le discours officiel est l'avenir de l'Ukraine est dans l'OTAN. Alors je termine par la place de la France. Là vous avez des généraux du SHAPE, hein, donc ceux qui sont à l'œuvre à Mons, hein, au grand quartier général de l'OTAN à Mons. Vous voyez que le numéro 4 de l'état-major est français, hein, le général Cottereau. Et donc c'est un poste qu'a récupéré la France au moment donc, des ventilations de 2009. Et donc on voit que sur tout l'organigramme de l'OTAN, bon là je vous en ai mis qu'un, c'est le command groupe du SHAPE, mais vous avez toujours une belle représentation de la France dans les états-majors et dans la structure. Sur le plan financier, la règle des 10% pour la France, donc le budget commun de l'Alliance qui sert à financer le siège à Bruxelles, à financer la structure de commandement intégré que je vous ai montré, à financer les quelques drones, les quelques AWACS qui font partie de la chaîne de commandement intégré. Donc c'est 10%
ça correspond aujourd'hui à une contribution de 200 millions d'euros de la France vers l'OTAN pour le budget commun de l'Alliance. Alors, ça va évoluer, hein, parce que donc les budgets explosent comme partout, les besoins de sécurité pour l'OTAN explosent, l'arrivée de nouveaux membres, etc., ça peut basculer les choses. Et donc, en 2030, la France pourrait aller jusqu'à 800 millions. Voilà, donc on fait x4 dans les projections à 7 ans, ça fait quand même beaucoup. Voilà, donc quelque chose qui va être un sujet de discussion à Bruxelles. La France, c'est un membre fondateur, donc elle a une véritable légitimité sur toute l'histoire de l'organisation et sur son bien fondé. En tout cas, elle a été membre fondateur. La France est un modèle d'armée qui est complet, donc c'est une armée qui est moderne, qui sur le plan européen se situe au premier plan européen. Donc ça, mis à disposition de l'OTAN, ça a du poids, ça a du sens. Et donc, elle a aussi ce poids, on dirait, militaire au sein de l'Alliance. Elle a aussi ce que les autres n'ont pas, un groupe aéronaval avec un porte-avions nucléaire, une capacité de satellitaire, des chaînes de commandement rodées, parfaitement équipées, pluguées, connectées, donc de grandes factures, de très bonnes factures. Voilà, donc elle a tout cela qu'elle fait valoir. Cependant, comme dans toutes les entreprises, c'est un petit peu là. Donc les hommes qui manquent, et donc elle fait face à des problèmes, enfin, l'armée française fait face à des problèmes de recrutement ou de fidélisation de ses militaires, et à l'OTAN, ça se traduit par des postes qui sont vacants, c'est-à-dire que des postes qui sont normalement auto-honorés par la France ne le sont pas, faute de bras, donc on a quand même un très mauvais score pour ce qu'on honore que 75% des postes que nous propose l'OTAN, on en laisse 25%, soit vacants, soit aux autres. Enfin, ils peuvent effectivement postuler et donc prendre les postes que nous libérons. Revenant sur les questions budgétaires, vous avez quelque chose assez intéressant sur qui fait quoi dans l'OTAN en matière donc, de pourcentage de PIB consacré au budget de la défense nationale et en part de ce budget pour l'équipement et donc pour l'achat de nouveaux matériels. Donc c'est un petit peu les deux critères que l'OTAN regarde, combien chaque pays investit dans sa défense et combien à partir de ce budget-là elle met dans le renouvellement et la modernisation de son armée. Voilà. Donc vous avez l'abscisse ordonnée, ces deux aspects des choses. Ça c'est le pourcentage de PIB consacré et puis le pourcentage donc consacré au renouvellement des équipements. La France est ici, bon, c'est pas si mal, hein, donc on arrive quasiment aux 2% hein, avec le budget. Avec l'inflation, ça devrait nous aider à passer de l'autre côté, hein, je pense. Et puis, on a des champions à la Grèce toujours. Donc le régime des généraux, il a toujours beaucoup investi dans sa défense, ça continue toujours et encore. Bon, les USA, hein, donc ils sont là. Les Anglais sont là. Voilà un petit peu pour la partie droite, ce qu'il y avait, non, la Pologne hein, qui est en train de se suréquiper hein, et de se transformer son armée en espérant être l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe, donc c'est pas rien. Donc elle met le paquet, elle est ici. Bizarrement, les Turcs ne sont que là. Hein, donc à mon avis, ils doivent trafiquer un petit peu les chiffres. Et puis donc on a des nations qui sont un petit peu aiguillonnées pour faire des efforts. Bon, tous les Scandinaves, l'Allemagne, hein, bien sûr, les Italiens. Voilà. Donc il y a quand même les Espagnols aussi hein, qui sont un petit peu dans les choux. Voilà, donc il y a des disparités assez importantes dans les investissements de défense. On le voit ici. Une autre façon de voir les choses, simplement les pourcentages de PIB ici. On voit où est la France. On voit où sont les autres. Voilà. Donc la France est ici. Et à la traîne, l'Espagne, le Canada. La Turquie, c'est à caution, à prendre avec pas mal de pincettes. Et l'Allemagne et l'Italie.
L'autre aspect, donc, le pourcentage du budget consacré au renouvellement des équipements. Je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose derrière, là. Non, c'est difficile, hein. L'Allemagne est ici, hein. C'est quand même donc les 100 milliards annoncés par le chancelier, hein, c'est pas pour rien. C'est qu'ils sont vraiment dans les choux, hein. Voilà. Puis donc la France modernise son armée. Là encore, bon, il y a le prix des équipements, hein. Acheter un équipement en France, ça coûte plus cher que de l'acheter en Pologne. Voilà, donc vous n'en avez pas pour le même prix, hein, dans différents pays. Mais bon, c'est un critère qui est surveillé par l'OTAN. Voilà, et donc vous avez un petit trait d'humour pour terminer ma présentation, avant ma conclusion. Bon, là, c'est un petit peu la communauté otanienne, hein, c'est les caractères des uns et des autres, et puis la façon dont ils sont vus les uns par les autres. Voilà, donc nous, on est, on est ici, on est humble comme des Français, hein, donc c'est pas très bon. C'est assez ironique, hein, donc tout le monde est un petit peu repeint là. Les Turcs aussi, ils sont pas forcément très relax. Et puis le plus mauvais, enfin le plus méchant, c'est le Belge qui est jamais à son bureau ici. Donc voilà, donc généreux comme un Hollandais aussi, hein, donc ils sont pingres comme les Néerlandais. Voilà. En conclusion, je voudrais dire que on assiste à une OTAN qui ressuscite en fait, hein. L'organisation est confortée, hein, par les événements en cours et par les défis qui attendent le clan occidental. C'est la pièce maîtresse du clan occidental, c'est la clé de voûte de sa défense, et donc elle s'affirme réellement comme telle aujourd'hui. C'est Camille Grand qui disait que Vladimir Poutine aurait dû être désigné comme l'employé of the month, enfin donc de l'OTAN, puisque c'est lui qui a fait en sorte que l'OTAN soit aussi confortée depuis février 2022. On est face à de nouveaux défis. La Chine, par exemple, on combat toujours l'hydre terroriste. Tout cela, c'est des défis planétaires, et donc l'OTAN peut être un bras armé pour l'Occident. En tout cas, elle reste la façon la plus intelligente et la plus efficace de garder les USA dans le clan européen, hein. Donc l'arrimage des USA à l'Europe, donc c'est grâce à l'OTAN, hein, on peut le dire. C'est un club d'armées moderne, hein, donc c'est clair qu'on a la supériorité technologique sur tout le reste, sur tout ce qui peut se construire comme organisation de sécurité, de défense, ou voilà, donc de par le monde, on gardera cette supériorité technologique. Et je le disais au début de ma conférence, c'est aussi l'unique assurance vie de certains pays, hein, donc eux, vous n'allez pas leur dire que l'OTAN c'est pas bien. Ils n'ont rien d'autre, c'est leur assurance vie, donc c'est très important d'avoir ça en tête. Les pays baltes, je l'ai cité. C'est, comme on l'a vu aussi, donc, le meilleur aiguillon pour faire se réarmer l'Europe, hein, et il y a un besoin de réarmement vu les menaces qui pèsent sur nous. Donc c'est le meilleur aiguillon, c'est la façon la plus méthodologique de construire de nouveaux budgets, de faire en sorte que les technocrates des différentes capitales ne sortent pas des moutons à 5 pattes sur les instruments de défense. Ils peuvent trouver des méthodes de construction budgétaire à l'OTAN et faire en sorte qu'ils puissent monter en gamme et développer une réelle armée, un réel outil de défense. Ouais. Et je termine par ce petit sujet, c'est tout cela, c'est aux dépens souvent de la politique de défense européenne. Oui, c'est clair qu'au moment de l'Ukraine, il y avait donc cette crainte, notamment des Français, de voir tout cela se construire aux dépens de l'autonomie stratégique
donc de l'Europe. Mais on a vu pendant la crise ukrainienne que l'Europe avait pris sa part dans tout le volet financier, économique, humanitaire. Et donc il y a une véritable complémentarité qui a fait jour entre l'OTAN et puis donc les officines de Bruxelles qui ont pu effectivement donner une réponse beaucoup plus globale, une approche beaucoup plus large et puissante à la réaction occidentale à l'invasion de l'Ukraine. Voilà, donc que peut-on envisager pour le futur? L'arrimage des Américains à l'Europe, bon, quel que soit le prochain président des États-Unis, il est clair qu'il va demander aux Européens de prendre un peu plus en charge leur défense, quel que soit ce président-là. Donc on doit effectivement s'attendre à être un peu plus, je dirais, mis à contribution et un peu plus responsable de notre propre sécurité. Et vis-à-vis de l'Asie-Pacifique, il n'est pas impensable que les États-Unis demandent un peu plus d'investissement européen, c'est-à-dire un peu plus d'action européenne sur la zone Asie-Pacifique. Donc c'est quelque chose qu'on doit travailler et toutes les capitales européennes s'y préparent. Voilà, en tout cas, le besoin de sécurité est toujours aussi prégnant et la France dispose d'une position tout à fait enviable au sein de l'organisation. À nous de faire valoir notre point de vue, à nous de défendre nos positions et de rester un membre influent de l'Alliance. Donc c'est tout le défi aujourd'hui des représentations militaires françaises auprès de l'organisation et bien sûr de l'état-major des armées. Voilà, je vous remercie de votre